Dans les annales de l'histoire anglaise, le nom d'Alfred le Grand résonne avec des échos de vaillance, de sagesse et de résilience. Alfred monta sur le trône du Wessex en l'an 871, héritant d'un royaume au bord de l'effondrement. Son règne, marqué par une détermination sans faille et une brillante stratégie, lui valut ce surnom. La Grande Alfred laisse un héritage durable en tant que sauveur du Wessex, grâce à sa remarquable capacité à transformer l'adversité en triomphe, préservant ainsi l'esprit et l'identité de son royaume, en tant que roi du Wessex. De 871 à 899, l'héritage d'Alfred dépasse son époque, laissant une marque indélébile sur les fondements culturels, politiques et intellectuels de l'Angleterre. Alfred, né dans la royauté, aurait la lourde tâche de défendre le Wessex contre les envahisseurs vikings, qui avaient déjà conquis les anciens royaumes d'Est-Anglie et de Northumbrie. Les rois voisins tombaient comme des mouches, et il revenait à Alfred de défendre le dernier royaume saxon. Voici son histoire. Alfred est né dans le village de Wanting, dans le Berkshire, en l'an 849. Il était le plus jeune de 5 fils, engendrés par le roi Æthelwulf de Wessex et sa première épouse, Osborne. En tant que plus jeune des frères et sœurs, il n'a pas été préparé à devenir roi. Ses frères aînés étaient censés hériter du trône, laissant Alfred libre de poursuivre ses activités intellectuelles et ses intérêts personnels. L'absence de responsabilité royale immédiate lui a permis de se consacrer à l'éducation et à l'apprentissage, nourrissant un profond amour du savoir et de la culture qui allait plus tard définir son règne. Æthelwulf, le père d'Alfred, était un guerrier remarquable et avait vaincu les armées vikings à plusieurs reprises. Le frère aîné d'Alfred était Æthelstan, qui a régné en tant que roi du Kent et était connu comme un combattant féroce. Cependant, il mourut avant son père. En l'an 851, Æthelbald était le deuxième né. Puis vint Æthelbert, ensuite Æthelred, et enfin il y eut Alfred en l'an 853. À l'âge de 4 ans, Alfred aurait accompagné son père, le roi Æthelwulf, à Rome, selon la chronique anglo-saxonne, où il fut confirmé par le pape Léon IV. C'était un événement majeur à l'époque, car presque personne des terres d'Alfred n'avait voyagé en Europe, et rencontrer le pape aurait été le pèlerinage d'une vie. Cependant, lors du retour d'Alfred de Rome en 856, Æthelwulf fut déposé par son fils Æthelbald. Et Æthelbald, le fils aîné du roi Æthelwulf, devint roi. C'était un prince animé par l'ambition. Dans un geste audacieux et téméraire, il usurpa le trône à son père, déclenchant une période de troubles politiques au sein du Wessex. Ses actions, motivées par une soif de pouvoir et une impatience de régner, plongèrent le royaume dans l'incertitude. Les conséquences de cette usurpation furent considérables, affectant non seulement le paysage politique, mais aussi la vie de ceux qui étaient proches du trône, y compris un jeune Alfred impressionnable. Alors qu'une guerre civile menaçait, les magnates du royaume se réunirent en conseil pour trouver un compromis. Æthelbald conserverait les comtés de l'Ouest et Æthelwulf régnerait à l'Est. À la mort du roi Æthelwulf en 858, le Wessex fut revendiqué par Æthelbald, qui a une réputation plutôt négative. Selon des chroniqueurs et historiens ultérieurs, Guillaume de Malmesbury, le principal historien anglais du XIIe siècle, écrivit qu'Æthelbald, qui était sans valeur et déloyal envers son père, souilla le lit conjugal de son père. Car après la mort de son père, il tomba si bas qu'il épousa sa belle-mère, Judith. Cependant, Judith a peut-être agi ainsi pour éviter le sort habituel des veuves, qui étaient envoyées dans un couvent. Pour Æthelbald, ce mariage était avantageux en raison de l'appartenance de Judith à la dynastie carolingienne, ce qui lui permettait d'améliorer son statut et de se placer au-dessus de ses frères. Le plus jeune fils d'Æthelwulf, Alfred, fut témoin du chaos qui s'ensuivit après la prise de pouvoir d'Æthelbald. Ces années formatrices furent marquées par l'instabilité, la peur et l'incertitude. Vivant dans l'ombre d'un frère usurpateur, Alfred fut exposé dès son plus jeune âge aux dures réalités de la politique de cour. La discorde familiale et la lutte pour le pouvoir ont dû avoir un impact profond sur sa vision du monde,
lui inculquant un profond sens de la prudence, de la résilience et de la détermination. Néanmoins, on sait peu de choses sur le règne d'Ethelbald, et il ne resta sur le trône que 2 ans. Et il n'eut pas d'enfant, laissant le trône à son jeune frère Ethelbert en l'an 860. Lorsque le frère aîné d'Alfred, Ethelbert, monta sur le trône, Alfred devait avoir environ 12 ans et le nouveau roi semblait être en bons termes avec ses 2 jeunes frères, Ethelred et Alfred. Le règne d'Ethelbert s'est déroulé sur fond d'invasions vikings incessantes qui représentaient une grave menace pour la stabilité du Wessex. Ces raids ont mis à l'épreuve la ténacité des royaumes anglo-saxons, exigeant une grande habileté stratégique et une véritable prouesse militaire. De plus, les luttes dynastiques internes au sein du Wessex ajoutaient une autre couche de complexité au règne d'Ethelbert. Alors qu'il affrontait ces défis, le jeune Alfred observait de première main les pressions et les responsabilités liées à la royauté. Le règne d'Ethelbert commença et se termina par des raids vikings. En l'an 860, une armée viking a navigué depuis la Somme jusqu'en Angleterre et a mis à sac Winchester, mais elle a été vaincue par les hommes du Hampshire et du Berkshire. Probablement, à l'automne de l'année 864, une autre armée viking a campé sur Thanet, et on lui a promis de l'argent en échange de la paix. Mais elle a rompu sa promesse et ravagé l'est du Kent. Ces attaques étaient mineures comparées aux événements survenus après la mort d'Ethelbert, qui allait entraîner l'envahissement de toute l'Angleterre par la grande armée païenne. Ethelbert est mort de causes inconnues à l'automne de l'année 865. Il fut enterré à l'abbaye de Sherborne dans le Dorset, aux côtés de son frère Ethelbald, et fut remplacé par son frère cadet Ethelred. 3 des frères aînés d'Alfred étaient maintenant morts sans enfants, et les règnes de ses frères aînés l'avaient façonné en homme. Alfred avait environ 16 ans lorsque son frère aîné, Ethelred, monta sur le trône. Et bien que son frère se révélerait être un dirigeant compétent, la menace à laquelle toute l'Angleterre faisait face était quelque chose qui n'avait pas été vu depuis l'époque des Romains. Auparavant, le pays avait souffert de raids sporadiques, mais il faisait maintenant face à une invasion visant la conquête et l'installation. Une grande force de vikings, appelée par les contemporains la Grande Armée païenne, arriva en Est-Anglie. Les fils de Ragnar étaient arrivés dans le pays et cherchaient à se venger en Northumbrie de la mort de leur père, Ragnar Lodbrok. Les fils de Ragnar comprenaient Tuba, Ivar le Désossé, Sigurd Huile de Serpent, Bjorn Côte de Fer et Halfdan, tous des guerriers capables et légendaires commandant leurs propres armées. Le roi Edmond acheta la paix en payant un tribut aux Vikings, et ils restèrent 1 an en Est-Anglie pour renforcer leurs forces. Les Vikings se rendirent ensuite à York et conquirent la Northumbrie, installant une marionnette au pouvoir. Le roi Sigurd et Bjorn Ragnussen retournèrent dans leur propre royaume après la chute de la Northumbrie. Pendant ce temps, Ivar, Hubert et Halfdan restèrent pour brûler et piller Ivar. Le Désossé venait tout juste de mettre fin à la lignée des rois en Northumbrie. Et lui et sa grande armée païenne se dirigeaient vers le sud avec l'intention de prendre la Mercie pour eux. En l'an 867, ils ont pris Nottingham en Mercie et y ont passé l'hiver. Le roi Buchred de Mercie a fait appel au roi Ethelred du Wessex pour obtenir de l'aide. Ethelred et Alfred ont mené une grande armée saxonne de l'ouest à Nottingham et ont assiégé les Vikings. Mais les Vikings ont refusé de quitter la sécurité des défenses de la ville. Les armées combinées de Mercie et du Wessex n'ont pas pu franchir les remparts de terre et le fossé. Finalement, Bugred a soudoyé les Vikings, puis est retourné à York. En l'an 869, les hommes du Nord sont revenus en Est-Anglie et ont conquis le royaume, tuant le roi Edmond. 2 des 4 grands royaumes d'Angleterre étaient désormais tombés. Cependant, Ivar le Désossé partit vers le nord avec son contingent de la grande armée païenne, laissant le commandement à ses frères Halfdan et Hubert, ainsi qu'au chef de guerre danois nommé Guthrum. Pendant le règne d'Elred, Alfred participa à l'effort de guerre contre les Vikings.
Cette expérience pratique lui a apporté des compétences militaires précieuses et des connaissances tactiques. Il a appris l'art de la guerre, la planification stratégique et l'importance de l'adaptabilité face à un ennemi implacable. Les batailles entre la grande armée païenne et les souverains du Wessex furent marquées par une férocité extraordinaire, un génie stratégique et une détermination qui allait façonner le destin d'une nation. Le roi Ethelred, confronté à cette menace sans précédent, fit preuve d'une défiance remarquable. Il rassembla ses forces, fortifia les villes et affronta la grande armée païenne dans une série de batailles féroces. L'intensité de ces affrontements reflétait l'enjeu crucial. La survie même du Wessex et de sa culture était en jeu. La détermination et le courage d'Ethelred face à des obstacles écrasants inspirèrent son peuple et illustrèrent la résilience de l'esprit anglo-saxon. À la fin de l'année 870, les Vikings tentèrent de conquérir le Wessex et se rendirent de l'Est-Anglie jusqu'à Reading. Le 4 janvier, le roi Ethelred du Wessex et le prince Alfred rencontrèrent ces Vikings avec une armée saxonne et se frayèrent un chemin dans la ville, massacrant tous les Danois à l'extérieur. Cela culminerait avec la bataille de Reading le 4 janvier de l'année 871. Lorsque l'armée d'Ethelred atteignit la porte de la ville, les Vikings, sous le commandement de Halfdan Ragnusson, surgirent des portes et lancèrent une contre-attaque, massacrant complètement les Saxons. Le niveau de carnage était immense, et le roi Ethelred ainsi que le prince Alfred échappèrent de justesse au champ de bataille. Leur survie ne fut possible que grâce à leur meilleure connaissance du terrain local, ce qui leur permit de semer leurs poursuivants vikings en traversant la rivière Luden. Leurs forces survivantes se regroupèrent à Windsor et 4 jours plus tard, Ethelred et Alfred menèrent à nouveau leurs troupes lors de la bataille d'Ashdown. Les Vikings arrivèrent les premiers et se déployèrent au sommet de la crête, ce qui leur donna l'avantage. Ils divisèrent ensuite leurs forces en 2 contingents, l'un sous le commandement du frère d'Ivar, le roi Halfdan, et l'autre sous celui des comtes vikings. Alfred envoya des éclaireurs qui lui rapportèrent cela, et Ethelred et lui décidèrent de copier la formation viking avec Ethelred, face à la force du roi Halfdan, et les forces d'Alfred affronteraient en l'autre. Avant la bataille, le roi Ethelred se retirerait dans sa tente pour assister à la messe. Pendant qu'Alfred rassemblait ses hommes et menait ses troupes sur le champ de bataille, les Vikings et les Saxons formèrent tous deux un mur de boucliers et s'approchèrent les uns des autres. Alfred, sachant que l'ennemi avait l'avantage, décida d'attaquer et mena ses hommes à l'assaut de la colline. Les 2 armées s'affrontèrent et la bataille fit rage jusqu'à ce qu'Ethelred mène lui aussi une charge. Cela aboutirait à une victoire saxonne. Ethelred et Alfred poursuivirent alors les Vikings dans une rage sanguinaire, abattant tous ceux qui fuyaient à leur courroux jusqu'à ce que la nuit tombe sur eux. Alfred acquérait rapidement la réputation d'un guerrier féroce et d'un puissant chef d'homme. Cependant, la victoire fut de courte durée. 2 semaines plus tard, Ethelred et Alfred furent vaincus au domaine royal de Basing lors de la bataille de Basing. Malgré des défaites dévastatrices et la perte de territoires importants, le Wessex ne céda pas. La résistance d'Ethelred, Alfred et de leur peuple était sans égale. Cependant, c'est lors de la bataille de Merton, le 22 mars de l'an 871, que les Vikings ont renversé le cours de la guerre. L'évêque Aymon fut tué, tout comme de nombreux hommes importants. Et après cette bataille, une grande armée d'été arriva à Reading, puis à Pâques, le roi Ethelred mourut. De nombreux historiens ont largement supposé qu'Ethelred est mort des blessures qu'il a subies lors des nombreuses batailles successives auxquelles il a participé contre les Vikings. La mort des 4 frères aînés d'Alfred, Ethelstan, Ethelbald, Ethelbert et Ethelred, l'a laissé comme le seul survivant. Héritier du trône du Wessex, les espoirs et les attentes de la dynastie du Wessex reposaient uniquement sur les épaules d'Alfred. En tant que dernier héritier restant, on attendait de lui non seulement qu'il poursuive la lignée, mais aussi qu'il défende le royaume contre les incursions vikings et les conflits internes.
Cette pression immense, associée à la conscience et aux défis auxquels ses prédécesseurs avaient été confrontés, obligea Alfred à mûrir rapidement, développant une compréhension aiguë des complexités du leadership. La perte de ses frères fut un creuset dans lequel le caractère d'Alfred s'est forgé. En étant témoin de la fragilité de la vie et de l'impermanence du pouvoir, il a intégré l'importance de la résilience, de la détermination et de l'adaptabilité. Ces expériences ont éveillé en lui un sens du devoir envers son peuple, un engagement à défendre son royaume et une détermination inébranlable à laisser un héritage durable. Son frère Ethelred, cependant, laissa derrière lui 2 fils mineurs après sa mort, Ethelhelm et Ethelwald. Ethelred et Alfred avaient conclu un accord plutôt selon lequel le frère survivant des batailles deviendrait roi. L'ascension d'Alfred sur le trône ne fut pas contestée, car ils avaient besoin d'un homme et d'un chef pour les guider à travers de nombreux jours sombres et incertains. Pendant qu'Alfred était occupé par les cérémonies funéraires de son frère, les Danois ont vaincu l'armée saxonne en son absence à un endroit non nommé, et de nouveau en sa présence à Wilton en mai. La défaite à Wilton laissa Alfred sans espoir. Comment pouvait-il chasser ces Vikings de ses terres ? Il fut donc contraint de conclure une paix avec eux, selon des sources qui ne précisent pas les termes de cette paix. Bien que cela ne soit pas mentionné par Acer ni par la chronique anglo-saxonne, Alfred a probablement payé les Vikings en argent pour qu'ils partent. Pendant les 5 années suivantes, les Danois occupèrent d'autres régions de l'Angleterre. Et en l'an 874, les Vikings envahirent la Mercie et chassèrent à son roi, Buchred, en exil. Il partit à Rome et ne reviendrait jamais dans les îles britanniques. Les Vikings installèrent alors le roi fantoche Ceolwulf, exigeant des serments de loyauté de la part du nouveau roi. Suite à cette victoire, la grande armée païenne se divisa de nouveau. Halfden partit vers le nord pour combattre les Pictes de Strathclyde, tandis que Guthrum et Hubert continuèrent à se battre dans le Wessex, en 876 sous leur nouveau chef, Guthrum. Les Danois contournèrent l'armée saxonne, attaquèrent et occupèrent Wareham dans le Dorset. Alfred les assiégea mais ne parvint pas à prendre Wareham d'assaut. Il négocia ensuite une paix qui impliquait un échange d'otages et de serments que les Danois prêtèrent sur un anneau sacré associé au culte de Thor. Cependant, les Danois ne tinrent pas parole et, après avoir tué tous les otages, s'échappèrent à la faveur de la nuit. Cependant, de nombreux navires vikings avaient été dispersés par une tempête et les Danois furent contraints de se soumettre et de se retirer en Mercie. Guthrum, cependant, allait élaborer un plan astucieux. En janvier de l'année 878, les Danois lancèrent une attaque soudaine contre Chippenham, une forteresse royale où Alfred séjournait. Pendant Noël, la garde personnelle d'Alfred fut tuée et il échappa de justesse à la mort. Face à cette perte dévastatrice, Alfred prit une décision stratégique qui allait s'avérer déterminante. Il se retira dans les marais du Somerset, une région dotée de fortifications naturelles et d'un avantage stratégique. Depuis cette base sécurisée, il réorganisa méticuleusement ses forces, mit en œuvre des réformes militaires et insuffla un esprit de discipline et d'unité parmi ses troupes loyales. Cette période de retraite devint une expérience transformatrice pour Alfred, lui offrant l'occasion de réfléchir, de planifier et d'émerger en tant que chef plus résilient et stratégique. Cependant, le siège réussi et la prise de Chippenham par Guthrum, au cœur du Wessex, provoquèrent une onde de choc dans tout le royaume. La perte d'une place forte majeure toucha le cœur même du royaume d'Alfred, laissant son peuple dans la peur et l'incertitude. Le Wessex fut poussé au bord du gouffre. Avec la menace viking qui planait, beaucoup commencèrent à douter de la capacité de leur jeune roi à protéger et défendre leur patrie, une légende qui trouve son origine au XIIe siècle. Les chroniqueurs racontent comment. Lorsqu'Alfred s'est d'abord réfugié dans les marais du Somerset, il a été hébergé par une paysanne qui, ne connaissant pas son identité, l'a laissé surveiller du blé et des galettes qu'elle avait laissé cuire sur le feu. Préoccupé par les problèmes de son royaume, Alfred laissa accidentellement brûler les galettes et fut réprimandé par la femme à son retour.
Alfred, désormais roi de rien, ne s'était pas fait gronder ainsi depuis son enfance, et cela lui apporta une certaine joie. L'année 878 fut le point le plus bas de l'histoire du royaume anglo-saxon, tous les autres royaumes étant tombés aux mains des Vikings. Seul le Wessex résistait encore, mais avec Alfred en exil dans les marais et sans ressources, l'avenir du Wessex et de l'Angleterre était incertain. Néanmoins, Alfred avait appris la mort de 2 fils de Ragnar. Hubert avait été tué à la bataille de Kernwith par l'Ealdorman du Devon, Oder, ce qui fut un coup dur pour les Vikings. De plus, Halfden avait été tué à Dublin en l'an 877 par son neveu, Bardurd Iverson. Il semble que Halfden menait une campagne pour reprendre la couronne perdue de son frère Ivar à Dublin, mais il a fini par être tué lors de la bataille de Strangford-Lough par un membre de sa propre famille. La mort de ces 2 commandants légendaires donnerait un peu d'espoir à Alfred. C'est dans ce moment de solitude et de réflexion qu'Alfred décida de prendre une décision audacieuse, sortir de sa cachette et rassembler ses hommes pour une résistance décisive contre les envahisseurs vikings. La pierre d'Egbert avait une signification historique, car elle portait le nom du roi Egbert, le grand-père d'Alfred, qui avait uni de nombreux royaumes anglo-saxons sous son règne. Choisir ce lieu pour rassembler ses hommes portait un symbole puissant. Cela évoquait l'esprit d'unité et l'héritage de la gloire passée du Wessex. En se rassemblant à la pierre d'Egbert, Alfred voulait rappeler à ses hommes leur héritage commun, leur unité ancestrale et l'importance de défendre leur patrie contre les envahisseurs étrangers. En mai, Alfred se rendit à la pierre d'Egbert où il fut rejoint par tout le peuple du Somerset, du Wiltshire et du Hampshire, et ils se réjouirent de voir leur roi. Lorsqu'Alfred sortit de sa cachette et appela ses hommes à se rassembler à la pierre d'Egbert, ses paroles résonnèrent avec un sentiment d'urgence, de détermination et d'espoir. Il parla de la résilience du peuple anglo-saxon, de leur histoire commune et de la nécessité de reprendre leur patrie aux Vikings. La détermination inébranlable et l'éloquence d'Alfred inspirèrent ses hommes, leur insufflant une nouvelle volonté de se battre pour leur royaume et leur mode de vie. Alfred avait conservé la loyauté des anciens, des prévôts royaux et des tannes du roi, qui avaient maintenu leur position d'autorité sur leur terre, en ne se soumettant pas aux Vikings et répondraient à l'appel d'Alfred à la guerre. Cette bataille à venir déciderait du sort du Wessex et de l'Angleterre, car si les Saxons perdaient, alors toute l'Angleterre serait entre les mains des envahisseurs vikings. Selon Frère Asser, qui a écrit une biographie d'Alfred, voici ce qui s'est passé. Combattant férocement, formant un mur de boucliers dense contre toute l'armée des païens et luttant longtemps et courageusement. Finalement, Alfred remporta la victoire. Il renversa les païens dans un grand massacre et frappa les fugitifs. Il les poursuivit jusqu'à la forteresse. Alfred poursuivit les Danois jusqu'à leur forteresse à Chippenham et les affama jusqu'à leur reddition. L'une des conditions de la reddition était que Guthrum se convertisse au christianisme. 3 semaines plus tard, le chef danois Guthrum et 29 de ses hommes furent baptisés à la cour d'Alfred, Alfred recevant Guthrum comme son fils spirituel. La bataille d'Eddington s'est soldée par une victoire retentissante pour Alfred et les Anglo-Saxons. Guthrum et ses forces vikings furent vaincus de manière décisive, ce qui entraîna la signature du traité de Wedmore. Le traité établit des frontières claires entre les territoires anglo-saxons et vikings, mettant temporairement fin aux invasions vikings et assurant la sécurité du Wessex contre les menaces immédiates. La victoire d'Alfred à Eddington lui permit de consolider son pouvoir, de fortifier son royaume et de poser les bases de l'unification future de l'Angleterre sous la domination du Wessex. Ainsi commencèrent les années paisibles du règne d'Alfred. Alfred renforça les défenses de son royaume, afin qu'il ne soit pas menacé par les Danois. Encore une fois, il réorganisa son armée et construisit une série de villages bien défendus à travers le sud de l'Angleterre.
Il établit également une marine pour lutter contre les pillards danois qui continuaient à harceler la côte. En tant qu'administrateur, Alfred prônait la justice et l'ordre et établit un code de loi. Il croyait fermement à l'importance de l'éducation et apprit le latin à la fin de la trentaine. Il l'organisa ensuite et participa lui-même à la traduction de livres du latin vers l'anglo-saxon. En l'an 886, Alfred reprit la ville de Londres. Alfred confia la ville aux soins de son gendre, Ethelred, l'alderman de Mercie, qui avait épousé sa fille, Ethelfled, qui serait plus tard connue sous le nom de Dame de Mercie. Durant cette période, presque tous les chroniqueurs s'accordent à dire que le peuple saxon de l'Angleterre, avant son unification, s'est soumis à Alfred. Cependant, ce n'est pas à ce moment-là qu'Alfred est devenu connu comme le roi d'Angleterre. En fait, il n'adoptera jamais ce titre pour lui-même, même s'il était le roi de tout le pays, à l'exception du nom. La détermination inébranlable d'Alfred et sa capacité à inspirer son peuple lui ont valu le titre de roi des Anglo-Saxons. Sa prouesse diplomatique et ses succès militaires ont progressivement conduit à l'unification des royaumes anglo-saxons sous la bannière du Wessex. Grâce à des alliances, des mariages stratégiques et sa réputation de souverain juste et sage, Alfred a créé un sentiment d'identité commune parmi les royaumes anglo-saxons. L'héritage d'Alfred le Grand en tant que roi des anglo-saxons témoigne de son leadership visionnaire, de sa finesse politique et de son dévouement sans faille envers son peuple. Son règne n'a pas seulement repoussé les menaces extérieures, il a aussi semé les graines de l'unité et de l'identité culturelle, façonnant ainsi le cours de l'histoire anglaise. Les réalisations d'Alfred en tant qu'homme d'État, chef militaire et mécène des arts ont laissé une marque indélébile sur l'identité de la nation anglaise, faisant de lui non seulement un roi, mais aussi un architecte vénéré de l'Angleterre unie. Alfred est mort le 26 octobre de l'année 899 à l'âge de 51 ans. On ne sait pas comment il est mort, bien qu'il ait souffert toute sa vie d'une maladie douloureuse et désagréable. Le roi Alfred était un grand homme, comme le décrit ici une citation de l'évêque Acer. Il était supérieur à tous ses frères, tant par sa sagesse que par toutes ses bonnes habitudes. Et de plus, parce qu'il était d'une nature guerrière hors du commun et victorieux dans presque toutes les batailles. Bien qu'Alfred ait été tourmenté par des problèmes de santé tout au long de sa vie, les statues d'Alfred à Winchester et à Wantage le représentent comme un grand guerrier. Cependant, les preuves suggèrent qu'il n'était pas le guerrier traditionnel grand et imposant, et qu'il avait des périodes où il tombait malade. Mais cela ne l'a jamais freiné, et il n'a jamais manqué de courage, combattant aux côtés de ces hommes, ce qui, en réalité, le rend d'autant plus grand. Les raids vikings au cours du IXe siècle, menés par des figures légendaires comme les fils de Ragnar, représentaient une menace pour les royaumes anglo-saxons, y compris le Wessex d'Alfred. Ces envahisseurs, animés par la conquête et le pillage, laissaient derrière eux une traînée de destruction, mettant en péril la survie du mode de vie anglais. Face à de telles circonstances dramatiques, Alfred s'imposa comme le gardien inflexible de son peuple, déterminé à repousser les envahisseurs vikings et à préserver l'avenir de l'Angleterre. Alfred eut également beaucoup de chance car Halfton et Huber moururent de façon inattendue. Néanmoins, la détermination d'Alfred resta la même et il était prêt à vivre ou à mourir en combattant. L'héritage d'Alfred le Grand en tant que sauveur de l'Angleterre face aux Vikings témoigne de sa résolution héroïque et de son impact durable sur l'histoire de la nation. Sa capacité à surmonter les circonstances les plus difficiles, à vaincre des ennemis légendaires et à unir son peuple face à l'adversité a consolidé sa réputation comme l'un des plus grands monarques d'Angleterre. L'héritage d'Alfred continue d'inspirer les générations, rappelant la puissance du courage, de la détermination et du leadership pour préserver l'avenir d'une nation. À la mort d'Alfred, son fils Édouard l'Ancien monta sur le trône. Cependant, la lutte de pouvoir qui s'ensuivit après la mort d'Alfred le Grand
fut une période tumultueuse de l'histoire anglaise. Elle révéla les défis de la succession, la complexité de la politique interne et les menaces persistantes posées par les adversaires extérieurs. Cependant, cela démontra également la résilience des royaumes anglo-saxons et l'émergence éventuelle d'une Angleterre unifiée. Les luttes et les triomphes de cette période ont jeté les bases de la monarchie forte et centralisée qui allait caractériser l'Angleterre médiévale, laissant un héritage durable de stabilité politique et d'unité nationale. Cependant, son fils Édouard reste largement oublié et presque négligé par l'histoire. De nombreux historiens ont décrit sa vie comme étant incomparablement plus glorieuse dans la puissance de son règne que celle de son père. Il était également supérieur à son père, Alfred, en termes de succès militaire. Alors, plongeons dans la vie de ce roi guerrier et découvrons-en plus sur lui, ainsi que sur sa vie de guerre et d'expansion. Tout d'abord, examinons son ascendance et sa jeunesse. Le père d'Édouard était Alfred le Grand, le roi des Anglo-Saxons, et sa mère était Elswith, une noble femme mercienne. Il est né en 874 au plus fort de l'époque des Vikings. Son père, Alfred, consacrait beaucoup de temps et d'efforts à lutter contre les envahisseurs vikings afin de conserver ses terres. La capitale d'Alfred, Winchester, fut prise par les Vikings et il fut alors contraint à l'exil. Il résida dans les marais du Somerset jusqu'à ce que les hommes du Wessex et de la Mercie s'unissent lors d'une bataille aujourd'hui connue sous le nom de bataille d'Eddington. Les Saxons vainquirent les Vikings et Alfred reprit ses terres. Ainsi, l'enfance d'Édouard fut très turbulente durant les premières années en raison de l'incertitude qui régnait sur le sort de l'Angleterre. Après la bataille d'Eddington, les Vikings occupaient encore la Northumbrie, l'Est Anglie et l'Est de la Mercie, ne laissant que le royaume du Wessex, qui conservait son indépendance. Les terres prises par les Vikings étaient connues sous le nom de Danelaw, car elles avaient leur propre roi viking, et, par conséquent, leur propre loi. La sœur la plus célèbre d'Édouard était Æthelflæd, qui deviendrait plus tard la Dame des Merciens, et aiderait beaucoup Édouard une fois qu'il serait monté sur le trône. Selon le moine Assa, qui a écrit une biographie sur Alfred intitulée « La vie du roi Alfred », Édouard a été éduqué à la cour par des précepteurs, et on lui lisait des psaumes ainsi que de vieux poèmes anglais. On lui a enseigné l'humilité, et Édouard était décrit comme obéissant et amical. Enfant, la vie future d'Édouard allait de nouveau s'avérer mouvementée. Cependant, cela était dû à des problèmes liés à la succession de la couronne du Wessex. Édouard était le fils du roi Alfred, et lorsqu'il atteignit l'âge adulte, son père lui donna le titre d'Étheling. L'Étheling est un ancien terme anglais, utilisé pour désigner les princes de la dynastie royale qui étaient éligibles à la parenté royale. Alfred avait un frère aîné qui était roi avant lui, nommé Æthelred. J'aime Alfred. Æthelred était un roi guerrier, et les deux frères ont combattu ensemble à de nombreuses reprises pour protéger leurs terres des envahisseurs vikings. Après la bataille de Merton en 871, Æthelred fut blessé et mourut peu de temps après. Il quitta ce monde dans la fleur de l'âge, à environ 26 ans. Il laissa deux fils, Æthelhelm, l'aîné des deux, et Æthelwold. Les deux fils d'Æthelred étaient encore des nourrissons lorsqu'il est mort. Et en raison de la menace constante des Vikings, le Wessex avait besoin d'un chef. Ainsi, la couronne passa à Alfred, le prince guerrier aguerri. Donc on pourrait dire que, techniquement, la couronne devrait revenir à l'un des fils d'Æthelred après la mort d'Alfred. C'est aussi ce que pensait l'un de ses fils. Donc, même si Édouard était le fils du roi régnant, son accession au trône n'était pas assurée à cause de la revendication de son cousin. Alfred, bien sûr, voulait que son propre fils devienne roi et veillerait à ce qu'il soit formé à l'art du combat et de la diplomatie. Ainsi, le Wittène le considérait comme le meilleur candidat au trône. En l'an 893, Édouard a vaincu les Vikings lors de la bataille de Farnham, le présentant comme un prince guerrier prêt à mourir pour ses terres, mais aussi comme un homme capable de diriger et en qui l'on pouvait avoir confiance pour ne pas fléchir au cœur de la bataille. En l'an 893, Édouard a épousé Ékine. On ne sait presque rien d'elle ni de ses origines. Cependant, elle donna un fils à Édouard. Le futur roi, Æthelstan Alfred le Grand, tomba bientôt malade et mourut en l'an 899.
Sa préparation d'Édouard pour devenir le futur roi a réussi, et le Witten a accepté sa revendication. Ethelwald, cependant, contesta la succession et quitta la cour furieux. Les anciens qui composèrent le Witten savaient que cela pouvait signifier une guerre civile. Ethelwald laissa une atmosphère étrange dans la pièce, alors qu'Édouard s'asseyait sur le siège de son père, se préparant mentalement à ce qui allait arriver. Ethelwald et ses loyalistes s'emparèrent des domaines royaux de Wimborne et de Christchurch. Édouard se rendit rapidement avec une armée à Wimborne, et Ethelwald déclara qu'il y vivrait ou mourrait. Il partit ensuite au beau milieu de la nuit et se rendit en Northumbrie. Par désespoir, il alla à l'encontre de ce pourquoi son père, Ethelred, était mort, et prit le parti des Vikings. La quête du trône d'Ethelwald le mena dans l'Essex, où il forma une alliance avec Éric, le roi viking de l'Est-Anglie. Il traversa le Danelaw, faisant savoir qu'il était le véritable héritier de la couronne de Wessex, et, sans doute, promit beaucoup aux Vikings. S'il montait sur le trône, Ethelwald et ses nouveaux alliés ne tarderaient pas à ravager l'Angleterre, la Mercie et le nord du Wessex. Les rumeurs n'étaient plus des rumeurs. Ethelwald avait versé le sang anglais avec ses alliés vikings. La seule issue pour Édouard ou Ethelwald était la mort. Édouard a riposté et ravagé l'Est-Anglie. Cela força Ethelwald et les forces vikings à revenir défendre leur propre terre. Édouard ordonna à son armée de battre en retraite lorsqu'il aperçut les soldats d'Ethelred, mais les hommes du Kent désobéirent à son ordre et restèrent pour se battre. Ainsi, en décembre de l'année 902, la bataille de Holm aurait lieu, selon la chronique anglo-saxonne. Les Vikings remportèrent la bataille, mais ils subirent de lourdes pertes. Les hommes du Kent se battirent vaillamment, et parmi les morts se trouvaient les chefs de l'armée viking. Ethelwald, le roi d'York, et Éric, le roi d'Est-Anglie, gisaient tous deux morts sur le champ de bataille. Après des années d'incertitude, de trahison et d'effusion de sang, la menace contre la couronne d'Édouard prit fin après la bataille de Holm. Il n'y eut aucun conflit enregistré jusqu'en l'an 909, lorsqu'Édouard envoya une armée combinée de Saxons de l'Ouest et de Merciens pour s'emparer des reliques du saint royal de Northumbrie, Oswald. Les Vikings allaient alors piller le nord de la Mercie, mais sur le chemin du retour vers leur terre, ils furent confrontés à une armée combinée des hommes du Wessex et de la Mercie. Ethelfled rencontra les 3 rois vikings à Tettenhall avec une armée. Son frère Édouard était également présent, avec les forces du Wessex, et ainsi commença la bataille de Tettenhall. Les alliés du Wessex et de la Mercie piégèrent leurs ennemis vikings et infligèrent un tel massacre qu'il fut rapporté dans la chronique anglo-saxonne que des milliers d'hommes furent tués. Les 3 rois vikings de Northumbrie comptaient parmi les morts et périrent là, sur le champ de bataille. Les Vikings savaient désormais qu'ils devaient redouter les guerriers Édouard et Ethelfled. Édouard se souvint alors de son père et de son rêve d'une Angleterre unie. Il regarda vers le Danelaw et vit qu'il était prêt à être pris, car de nombreux rois étaient tombés lors des récentes batailles avant de marcher sur le Danelaw et de le conquérir. Édouard devait sécuriser ses défenses, alors lui et sa sœur Ethelfled commencèrent la construction de nombreuses forteresses pour protéger leurs terres contre les invasions vikings. Cela durerait de l'année 911 à 917. L'année 917 s'avérerait être l'année décisive dans la guerre entre les Saxons et les Vikings. Les Vikings attaquèrent la forteresse d'Édouard à Towcester et à Bedford, mais ces attaques furent des échecs. Les Vikings avaient aussi leur propre place forte, l'une d'elles se trouvant à Thamesford, mais les forces anglaises l'ont prise d'assaut et ont tué le dernier roi viking d'Est-Anglie. Les forces vikings de Northampton, Cambridge et d'Est-Anglie allaient bientôt se soumettre à Édouard, chose que son père, Alfred, n'aurait pu qu'espérer. En l'an 918, Ethelfled, la dame de Mercie, mourut, et Édouard démit rapidement Elfwine, la fille d'Ethelfled, de son poste de dirigeante de la Mercie, et il allait intégrer la Mercie à son propre royaume. Selon la chronique anglo-saxonne, Stamford et Nottingham se soumirent à Édouard, tout comme tous les habitants de la Mercie, qu'ils soient vikings ou saxons. Cela signifiait qu'Édouard régnait sur toute l'Angleterre, au sud du Humber. Le Danelaw s'effondrait, leur nombre diminuait, et beaucoup de leurs rois avaient été tués par les Anglais.
Cela était dû à la ténacité et au courage d'Édouard à agir qui était né du rêve de son père. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de sa sœur, Æthelflæd. Édouard est mort dans l'un de ses domaines royaux en 924 à l'âge d'environ 50 ans. Lui et sa sœur ont tracé la voie pour que son fils, Æthelstan, unisse l'Angleterre et en devienne le premier véritable roi. Édouard a régné sur un royaume en expansion pendant 25 ans et sous sa direction, les rois et les jarls vikings ont été soumis ou tués. Son père est mieux retenu grâce à sa victoire décisive à Edington, qui a sauvé l'Angleterre de la domination viking, et à la capacité de sa cour à consigner la plupart de ses triomphes. Mais à mon avis, Édouard devrait aussi être tenu en haute estime, car il a pris des mesures pour unifier l'Angleterre et a conquis une grande partie du Danelaw. Édouard l'Ancien était le plus puissant des rois saxons de son époque, et le pouvoir qu'il détenait était considérable comparé à celui de son père, Alfred. Il a également eu environ 14 enfants issus de 3 mariages différents. Cela allait devenir problématique, car à la mort d'un roi, le chaos s'ensuit. Æthelstan était né en 894, et il était le fils aîné d'Édouard l'Ancien et de sa première épouse, Egwin. Mais on ne sait pratiquement rien de sa vie et de ses origines, donc il est très difficile de dire si elle était de naissance noble ou simplement une roturière. On ne sait pas ce qu'est devenue la mère d'Æthelstan, mais son père, le roi Édouard, se remariera et il aura 2 demi-frères, Ælfwine et Edwin-Édouard. L'Ancien mourra le 17 juillet de l'année 924. Ses 2 fils, Æthelstan et Ælfwine, avaient l'ambition de devenir roi. Il n'est pas clair qui Édouard voulait voir devenir roi après sa mort, et cela allait causer d'autres morts. Æthelstan fut reconnu comme roi en Mercie, probablement parce qu'il y avait grandi avec sa tante, Æthelflæd, et qu'il avait combattu aux côtés des hommes. Il s'entendait probablement aussi très bien avec les nobles merciens, ce qui faisait de lui le choix évident pour devenir leur prochain roi. Pendant ce temps, en Wessex, ils choisirent le demi-frère d'Æthelstan, Ælfweard, comme roi, divisant une fois de plus les royaumes. Cependant, Ælfweard mourut seulement 16 jours après son père, Édouard. La cause de sa mort est inconnue, car elle n'a pas été enregistrée. Il est possible qu'il ait été assassiné sur ordre d'Æthelstan lui-même, afin qu'il devienne roi de tout le Wessex. De plus, le Wessex ne proclamerait pas Æthelstan comme leur roi avant un certain temps, restant défiant, renforçant l'idée qu'il a tué son propre frère, mais il fut finalement couronné roi de Mercie et de Wessex en l'an 925. Des complots et des intrigues allaient suivre. Æthelstan, même après son couronnement, un noble inconnu prévoyait de l'aveugler à cause de rumeurs selon lesquelles Æthelstan serait un fils illégitime d'Édouard, faisant de lui un bâtard et donc pas le véritable roi. L'aveuglement aurait rendu Æthelstan incapable de gouverner et de diriger ses hommes, ce qui l'aurait obligé à abdiquer en tant que roi. On ne sait pas si ce complot a été organisé par son autre demi-frère, Edwin, mais une chose était évidente. Le Wessex ne soutenait toujours pas son roi. Il semble qu'une rébellion contre Æthelstan ait été organisée depuis l'intérieur même de la maison royale de Wessex. Selon Guillaume de Malmesbury, Edwin avait prévu de remplacer Æthelstan en le faisant aveugler. Æthelstan a alors envoyé son frère en mer sur un navire qui prenait l'eau sans rame ni nourriture. Condamné à mort de façon cruelle, désespéré, Edwin se jeta à la mer pour se noyer. Æthelstan avait alors très probablement tué ses 2 frères, et il était désormais le suzerain du Wessex, de la Mercie et de l'Est-Anglie. Son règne commencerait par le meurtre de proches et le sang versé, un présage de ce que son pouvoir apporterait aux habitants de ces nouveaux royaumes. Æthelstan se tourna alors vers le nord, vers l'œuvre de son père, Édouard l'Ancien, et de sa tante Æthelflæd, qui avait conquis les territoires danois en Mercie et en Est-Anglie. Æthelstan savait désormais que la conquête de toute la Danelaw et de la Northumbrie était possible. Il lui suffisait d'attendre le bon moment pour frapper. Sitriger était le roi viking de Dublin et de la Northumbrie, et régnait sur York au moment de l'ascension d'Æthelstan au pouvoir. Il était un descendant d'Ivar le Désossé et appartenait à la maison royale des Uyamare, une famille royale nordique, la dynastie gaélique qui a régné sur une grande partie de la région de la mer d'Irlande, le royaume de Dublin,
la côte ouest de l'Écosse et certaines parties du nord de l'Angleterre depuis le milieu du IXe siècle. Le grand-père d'Æthelstan, Alfred, avait combattu Ivar et les deux hommes avaient ensuite forgé des royaumes et des héritages. À cause de cela, Æthelstan pensa à unir leurs familles et il donna sa sœur Sithriga en mariage. Cela permettrait de conclure une paix dans le nord et Æthelstan aurait désormais une influence accrue là-bas. Le mariage eut lieu en Mercie, au centre royal de Tansworth, où il semble que Sithriger se soit converti au christianisme. Peu de temps après, cependant, il renonça à sa femme et retourna au paganisme. Cependant, aucune source n'atteste d'une guerre entre Sithriga et Æthelstan. Sithriga mourut l'année suivante, en 927 encore jeune selon les annales d'Ulster, et la cause de sa mort reste inconnue. Une tendance commençait à apparaître. Des hommes puissants liés à Æthelstan qui l'avaient offensé furent retrouvés morts peu de temps après, dans des circonstances mystérieuses. Le cousin de Sithriga, Gotthraid, fut rapidement proclamé roi de Northumbrie. Ayant navigué depuis Dublin avec de nombreux guerriers, il revendiqua le trône. Cependant, Æthelstan marcha vers le nord et, selon Guillaume de Malmesbury, après la mort de Sithriga, Æthelstan rencontra son successeur, Gotthraid, en Écosse. Lors d'une réunion avec de nombreux autres hauts rois de Bretagne après la rencontre, Gotthraid mena une armée à York, mais Æthelstan se retourna contre les Vikings. Une fois qu'ils commencèrent à assiéger la ville, à les massacrer et à capturer leur chef, Gotthraid, la ville fut pillée par les Anglo-Saxons. Gotthraid, le chef des Vikings irlandais, fut autorisé à vivre, mais il quitta l'Angleterre et il est rapporté qu'il n'y revint jamais. Les Vikings à York allèrent maintenant se soumettre à Æthelstan et le proclamer roi après une simple manœuvre de pouvoir. La Northumbrie venait de tomber aux mains d'Æthelstan et sa conquête du Danelaw était désormais achevée. Il n'était plus seulement le roi des Saxons, mais le roi des Anglais. Une réunion allait bientôt avoir lieu avec tous les comtes et rois du Nord, et quelque chose de vraiment légendaire était sur le point de se produire. Le roi Owain de Strathclyde, le roi Constantin d'Alba, Hildred de Bambra et Howell du pays de Galles se sont tous soumis à Æthelstan en l'an 927 et ont accepté sa suprématie. Æthelstan était désormais le roi le plus puissant de l'histoire des rois de Wessex et des îles britanniques. Cependant, le Nord avait toujours résisté à la domination du Sud et préféré s'allier à des royaumes païens comme le Dublin norrois, en raison de différences de culture, de religion et d'histoire. Æthelstan restait un étranger dans le Nord, et son règne là-bas s'avérerait difficile, bien qu'il fût le premier roi du Sud de l'histoire à avoir conquis le Nord. La résistance à sa suzeraineté était prévisible, néanmoins, la suzeraineté et la puissance d'Æthelstan étaient respectées et redoutées, ce qui a conduit à 7 années de paix dans le Nord. En l'an 934, Æthelstan regardait encore plus au nord. Les rois du Nord lui avaient prêté allégeance, mais ils voulaient récupérer leur royaume et leur indépendance. Ils comploteraient dans l'ombre jusqu'à ce que leur heure vienne de frapper. Le roi Constantin d'Alba romprait le traité de paix, forçant la main d'Æthelstan. En l'an 934, Hildred de Bambro mourait, et Æthelstan et Constantin se disputeraient le territoire de Northumbrie, provoquant l'invasion de l'Écosse. À ce moment-là, Æthelstan avait uni toute l'Angleterre continentale et disposait d'une armée monstrueuse composée d'hommes de toutes confessions et cultures. Des hommes saxons se tenaient à ses côtés, tout comme les Vikings, et il en était de même pour les Gallois. Lors de la marche d'Æthelstan vers le nord, 4 rois gallois l'accompagnaient, ainsi que 13 comtes, témoignant de sa puissance et de sa suprématie sur tous les autres rois. Æthelstan et ses hommes se rendraient en Écosse par terre et par mer, envahissant le sol écossais. Son armée atteignit le nord jusqu'au château de Duneta, ce qui était le point le plus au nord qu'une armée anglaise ait jamais atteint depuis l'an 685, tandis que la flotte menait des raids dans le Caithness. Selon la légende, Constantin reconnut la puissance d'Æthelstan et se retrouva dans une situation difficile, affronter Æthelstan en bataille ouverte et risquer la défaite ainsi que la reddition de la royauté d'Écosse ou tenter autre chose.
Il choisit plutôt de se réfugier dans la grande forteresse imprenable de Duneta. Constantin était en sécurité dans son château, mais toute la Grande-Bretagne s'était unie, et Constantin voyait ses terres brûler et les Écossais se faire massacrer. Il allait donc demander la paix. Constantin accompagnerait ensuite Æthelstan lors de son retour vers le sud et prêterait ses serments de fidélité. Æthelstan avait désormais montré aux îles britanniques les forces qu'il pouvait rassembler, et cette démonstration de puissance faisait de lui le roi le plus puissant dont on se souvienne. Constantin, le roi d'Alba, avait agi contre sa volonté, ce qui a entraîné la guerre, mais il eut plus de chance que la plupart, car il fut laissé en vie et ne mourut pas mystérieusement dans les chroniques. Après le désaccord avec le roi anglais, néanmoins, l'Écosse fut ravagée par l'invasion anglaise. Cela permit effectivement à Æthelstan de devenir le suzerain de l'Écosse, tout en permettant à Constantin de conserver son titre de roi. Æthelstan avait désormais montré à tous les rois du Nord et d'Écosse qu'il n'était pas de taille face à lui, et qu'il pouvait soit résister et mourir, soit se soumettre et vivre. Les flammes de la guerre étaient toujours présentes, et Æthelstan avait fait saigner le Nord et l'Écosse. Les unir dans son propre royaume s'avérerait extrêmement difficile, car leurs dirigeants étaient déterminés à préserver leur indépendance. En l'an 934, Analf Guthrinson succéda à son père, Godfrey d'Ivar, en tant que roi norvégien de Dublin. Analf allait tourner son attention vers la Northumbrie, une terre en grande partie païenne qui avait autrefois été gouvernée par son père. Mais elle était tombée aux mains du roi Æthelstan. Un pouvoir grandissant se profilait au sud. Æthelstan, le fils d'Édouard l'Ancien, était déterminé à unir l'Angleterre sous la maison de Wessex. Et il avait une vision de lui-même comme le maître de toute la Bretagne, rêvant de ce qu'aucun roi romain, viking ou saxon n'avait jamais accompli auparavant. Quelques années après l'invasion de l'Écosse, Analf épousa la fille du roi Constantin, scellant ainsi une alliance entre le roi de Dublin et le roi d'Alba. Des factions se formaient. Constantin avait été conquis et humilié par Æthelstan, et le père d'Analf avait été exilé de Jorvik et avait dû renoncer à sa parenté là-bas, tout en étant trahi par le roi anglais. Les deux hommes avaient leurs raisons de haïr Æthelstan, et il semble que la paix fragile du roi de Wessex était en train de se dissoudre. Ainsi, en l'an 937, le roi Analf et le roi Constantin s'allièrent au roi Owain de Strathclyde dans une alliance contre le roi Æthelstan. Pratiquement tous les rois qui lui avaient juré fidélité en 927 s'étaient maintenant retournés contre lui, seuls. Ils ne pouvaient même pas le défier seuls, mais ensemble, ils pensaient pouvoir l'écraser et reprendre leurs terres et leur indépendance. Les trois rois alliés avec leurs armées écossaises, irlandaises et du Nord allaient piller le territoire anglais durant l'été de l'an 937. Leur objectif était de dissoudre l'Angleterre et de briser la source de pouvoir d'Æthelstan. Cela culminerait avec la bataille de Brunanburh, et le vainqueur aurait le destin de l'Angleterre entre ses mains. L'armée d'Æthelstan était composée des hommes du Wessex, des Merciens, des Gallois et de nombreux Vikings du Danelaw et de l'Est Anglie. Il avait uni la majeure partie de l'Angleterre contre les forces alliées des Vikings irlandais et des forces écossaises d'aujourd'hui. Les armées envahissantes sont entrées en Angleterre en deux vagues, Constantin et Owain venant du nord, pillant sur leur chemin vers le sud, tandis que les forces d'Analf devaient les rejoindre en route. Æthelstan et son armée se dirigèrent vers le nord à travers la Mercie, où il rencontra les forces envahissantes des Écossais et des Vikings à Brunanburh. Selon la chronique anglo-saxonne, la bataille dura toute la journée. Les deux camps combattirent vaillamment, mais jamais il n'y eut autant de morts en un seul endroit dans l'histoire de l'Angleterre. Les deux armées allaient bientôt s'affronter. Les forces d'Æthelstan formaient un mur de boucliers et repoussaient leurs ennemis à coups redoublés. Très vite, une bataille totale éclata, et ce fut dévastateur. Selon un poème intitulé « La bataille de Brunanburh », voici ce qui s'est passé. Jamais il n'y avait eu un plus grand massacre depuis que les Angles et les Saxons étaient venus ici de l'Est. Il y eut une période de combat prolongée avant que l'armée d'Æthelstan ne commence à submerger les envahisseurs. Ce fut un bain de sang, avec de nombreux hommes tués. Les rois se battraient vaillamment.
mais Dieu était avec Æthelstan et ses troupes. Ce jour-là, l'armée d'Æthelstan poursuivit l'ennemi, massacrant de nombreux soldats adverses. Selon les annales d'Ulster, la bataille fut qualifiée de grande, lamentable et horrible, et il est rapporté que plusieurs milliers de Norvégiens tombèrent. Parmi les victimes se trouvaient 5 rois et 7 comtes. Dans la famille d'Analf, Constantin perdit également plusieurs amis, dont son fils. La bataille se solda par une victoire pour Æthelstan et ses guerriers, mais des milliers de personnes gisaient mortes sur le champ de bataille. De nombreux petits rois, princes et nobles anglais moururent lors de la bataille, y compris 2 des cousins d'Æthelstan. Æthelstan et ses nobles étaient au cœur des combats, menant leurs hommes à la victoire. Pendant des générations, cela serait rappelé comme la grande bataille. Le roi Analf s'est échappé à Dublin et le roi Constantin a perdu un fils. Analf resta roi de Dublin, mais ses ambitions de reprendre la Northumbrie et York furent perdues pour un temps. Æthelstan a sauvé l'Angleterre de la colère des rois alliés du Nord, mais sa domination sur eux fut perdue et il n'avait plus l'influence qu'il avait des années auparavant. Avant, il avait gouverné la majeure partie de l'Écosse, le Strathclyde, et avait uni le Danelaw et la ville viking de York. Mais après la grande bataille, l'influence d'Æthelstan en Écosse et au Strathclyde allait diminuer, et il ne contrôlait plus que l'Angleterre. Ayant perdu sa domination sur la Bretagne, mais régnant toujours sur l'Angleterre, il ne détenait désormais que les terres jusqu'à la Northumbrie, qui continuerait à résister à l'autorité du Sud. Æthelstan mourait en l'an 939. Il ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant, et la couronne passerait à son jeune frère, Edmond, dès qu'Æthelstan mourut. Les hommes d'York choisirent le roi viking de Dublin. Analf, comme leur roi, et le contrôle anglo-saxon du Nord s'effondra, et l'Angleterre unie ne devint plus qu'un souvenir. À la fin de l'année 939, Analf retourna en Angleterre et fut couronné à York. L'année suivante, il envahit la Mercie orientale dans le but de récupérer les parties perdues du royaume d'York qui avaient été conquises par Édouard. L'aîné et sa sœur, Æthelflæd, la dame des Merciens. L'Historia Regum de Siméon de Durham rapporte qu'Analf et le nouveau roi anglais Edmond se sont rencontrés à Leicester en l'an 939 et sont parvenus à un accord pour se partager l'Angleterre entre eux deux. À la mort de l'un d'eux, le survivant hériterait de tout le pays. La paix fut de courte durée. Cependant, la chronique de Melrose rapporte qu'Olaf a pillé une ancienne église anglicane à la frontière écossaise. Il semble qu'Analf essayait de prendre le contrôle de tout le nord. Mais il mourut bientôt, en l'an 941. Au moment de sa mort, les annales irlandaises lui ont donné le titre de roi des Danois. Étant l'arrière-petit-fils d'Ivar Sansos, son nom avait beaucoup de poids dans la Grande-Bretagne du début du Moyen-Âge. Avec la mort d'Analf, Edmond reprendrait les terres qu'il avait perdues. En 942, il récupérerait les 5 bourgs. Et sa victoire était considérée comme si précieuse qu'elle fut commémorée par un poème dans la chronique anglo-saxonne. Ici, le roi Edmond, seigneur des Anglais, gardien des siens, instigateur d'actes bien-aimés, conquit la Mercie et les 5 bourgs, le protecteur des guerriers. Le roi Edmond Analf fut remplacé comme roi d'York par son cousin Olaf Sidriksson, qui fut baptisé en l'an 943. Avec Edmond comme parrain, ce qui suggère qu'il acceptait la suzeraineté d'Edmond, c'était courant, tout comme lorsque le grand-père d'Edmond, Alfred le Grand, baptisa Guthrum. Après de nombreuses guerres, cependant, à peine un an plus tard, Edmond marcha vers la Northumbrie et envahit la ville d'York avec l'aide de l'archevêque Félon Volstan. Une grande partie du règne d'Edmond fut consacrée à combattre les Vikings dans le nord, à la suite de la mort de son frère aîné, Æthelstan. Cependant, Edmond allait effectivement créer la frontière de l'Angleterre avec l'Écosse, consolidant les terres anglaises et ce qui serait appelé l'Angleterre en seulement 3 générations. D'Alfred le Grand à Édouard l'Ancien, puis à Æthelstan et Edmond, ils avaient repris les terres d'Angleterre qui avaient failli être perdues face à la grande armée païenne. En l'an 865, puis lorsque le Wessex tomba face à Guthrum en 878, jusqu'à Alfred qui l'a vaincu contre toute attente, puis à Édouard et Æthelflæd qui ont étendu la Mercie et le Wessex, et enfin Æthelstan
qui a conquis tout le nord et unifié la Grande-Bretagne par l'épée. Le parcours de la maison de Wessex pour devenir les rois d'Angleterre est une histoire incroyable. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.